L'enquête. Donc l'enquête, c'est accéder au ressenti des élèves pour les accompagner du dedans. Donc les aides possibles du numérique, on a des outils quand même qui nous permettent d'accéder à de nouvelles traces d'activité des élèves. Donc pour les enseignants, ça donne aussi un nouveau regard, un nouveau point de vue sur l'activité des élèves. Je donne simplement l'exemple des tracés GPS, puisque souvent c'est là où on ne voit pas les élèves. Une fois qu'ils sont partis sur les parcours, on ne sait pas trop ce qu'ils y font. Et ça permet de voir, déjà ça permet d'avoir accès vraiment aux points qui ont été visités par les élèves, les allures de course, les moments d'hésitation. C'est vrai qu'on peut en inférer aussi certaines intentions chez les élèves ou certaines difficultés. Ça offre également de nouveaux espaces d'expression pour les élèves, avec les blogs, l'ENT qui permettent, par exemple, on leur propose des petites images, des petites séquences vidéo où les élèves aussi doivent restituer ce qu'ils ont fait, et ça permet d'accéder au ressenti des élèves. Et puis ça aide également à la mise en place d'espaces d'action encouragés. Les espaces d'action encouragés, donc ça c'est toujours aussi un peu dans l'esprit du programme du cours d'action, l'idée on revient un peu sur l'idée de situation ou de leçon. Une situation, c'est pas forcément quelque chose auquel doivent s'affronter les élèves, qui leur pose des problèmes, qu'ils doivent résoudre, mais la situation, c'est aussi un ensemble de ressources que les élèves doivent apprendre à exploiter. C'est un ensemble d'opportunités, c'est pas que des problèmes. Et puis ça remet aussi un peu en cause la notion de leçon. Remettre en cause, c'est pas vraiment ça, mais remettre en cause les organisations traditionnelles de leçons où c'est une succession de situations qui sont pensées du point de vue de l'enseignant pour baliser les progrès des élèves, où là c'est plutôt on offre différentes ressources aux élèves au terme de la leçon et les élèves vont naviguer comme ils le souhaitent dans ces espaces. Et c'est vrai, pour cela, le numérique offre quand même des possibilités nouvelles. Alors en sachant qu'il y a quand même des précautions et des écueils concernant l'enquête, construire des espaces d'action encouragés qui évitent les errements, je sais pas, je prends l'analogie avec un site où des fois on ne sait plus trop où on est. Quand on est parti d'un point, vous voulez arriver quelque part, à un moment donné on a un peu perdu dans le site, il ne faudrait pas non plus aussi offrir trop de possibilités aux élèves dans ces espaces d'action encouragés qui les perdent. Et puis la nécessité aussi de maintenir une certaine normativité dans ces espaces d'action encouragés. Quand on dit qu'il faut prendre en compte les intérêts pratiques des élèves, qu'on est sur un enseignement proscriptif et pas prescriptif, je suis claire quand je dis ça, l'enseignement prescriptif, on dit ce qu'il y a à le faire. L'enseignement proscriptif, c'est pas non plus tout permettre, c'est simplement limiter un champ possible dans lequel les enseignants, les élèves vont pouvoir naviguer. Donc tout n'est pas non plus ouvert pour les élèves, c'est un champ possible. Donc des EAE aussi qui balisent ce champ possible. Je suis claire ou pas? De toute façon il y aura des questions après, mais bon. Donc ça, c'était sur le premier temps. Deuxième temps, différencier différents niveaux d'impact du numérique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on utilise le numérique pour l'enseignement, l'apprentissage, soit ça peut être une aide, ou soit ça peut vraiment transformer. Là, je reprends simplement, ça reprend d'une autre manière le modèle SMR, je ne vais pas dire son nom, QNTDERA, c'est toujours un peu de mal, où effectivement un premier niveau d'utilisation du numérique, c'est simplement en termes de substitution. Le numérique qui permet de faire mieux quelque chose qu'on faisait déjà à la main, le traitement de texte, si je vais vite, une augmentation, on fait mieux, mais en plus on fait un petit peu plus, un traitement de texte qui va nous corriger les fautes d'orthographe, mais on est toujours sur des pratiques usuelles qui sont simplement, on va dire, améliorées ou facilitées, et puis de l'autre côté, le numérique qui peut transformer, enrichir, où on va vraiment avoir de nouvelles possibilités qu'on n'avait pas sans les outils numériques. Alors, sur le versant aider, faciliter, on voit tout de suite ce que peut apporter le numérique à l'enseignant, dans la mesure, bien sûr, où il est maîtrisé par l'enseignant. Ce numérique, ça permet quand même l'automatisation d'un certain nombre de tâches, des tâches qui sont extrêmement coûteuses pour les enseignants. En termes de gestion des présences, constitution des équipes, édition des dossards, je ne vais pas tous les citer, mais il y a toutes ces tâches d'organisation qui peuvent être vraiment
relayés de manière efficace par le numérique. Le numérique qui permet également d'archiver les productions des élèves et d'accéder de manière beaucoup plus facile à ces productions. Là où avant on avait ces fameuses fiches d'observation, on avait des classeurs. Là tout d'un coup tout ça c'est sur le numérique, on y accède comme on veut sur les productions Acrosport, on va voir même sous forme d'images vidéo. Des conceptions plus aisées des supports de cours avec des possibilités d'échange et de partage qui sont accrues, notamment avec les QR codes. On peut facilement récupérer ce qui a été fait par d'autres pour se les approprier et les rapatrier dans ses propres cours. Concernant l'activité des élèves, le numérique qui aide effectivement à la motivation, il y a quand même l'attention, les feedbacks qui sont quand même, ça éveille quand même la curiosité des élèves, ça correspond aussi à certains intérêts des élèves. Et on sait quand même que motivation, attention, feedback, ce sont des facilitateurs de l'apprentissage. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un effet en termes de variables, on va dire, sur l'apprentissage. Sur le versant transformer, enrichir, donc ce qui nous intéresse peut-être plus en fait. Pour l'enseignant, c'est vrai quand même le numérique, lorsqu'il est bien utilisé, et c'est pas facile, ça permet de mettre en place de nouveaux formats de leçons, puisqu'on a quand même des formats de leçons, de travail qui sont assez habituels en EPS, voilà, la vague, l'atelier, le problème de contextualisation, décontextualisation, le principe aussi de hiérarchisation des tâches. Et c'est vrai que le numérique, ça offre de nouveaux formats de travail, avec de nouvelles organisations des espaces qui sont plus non plus limités. Enfin, on peut investir, enfin les élèves peuvent investir des espaces de manière différente. De nouveaux timings de leçons, on sort de tout le monde fait la même chose au même moment, le format vague ou alors le format atelier, tout le monde va faire la même chose mais à des moments différents. Là c'est vrai que ça a beaucoup plus de souplesse, des élèves qui font pas tous la même chose, qui ne le font pas au même moment, qui restent plus de temps sur la même tâche en fonction de leurs besoins. De nouveaux types d'interactions entre les élèves. Bon, il y a différentes modalités d'usage du numérique où les élèves, lorsqu'ils ont acquis un niveau, peuvent valider le niveau pour les autres. Enfin, et c'est vrai que ça génère aussi des interactions, l'utilisation du numérique, qui n'existaient pas ou peu avec les autres médias. Des nouveaux possibles en termes de différenciation, puisque c'est vrai que ces ressources numériques, elles permettent de respecter quand même plus facilement la diversité des temporalités des apprentissages des élèves. Un élève peut rester plus longtemps sur une tâche, tant qu'il ne l'a pas validée, il reste dessus, quand il l'a validée, il la valide, et là, il accède à autre chose. Et puis également en termes de diversité et de choix des contenus, c'est vrai que ça libère quand même l'enseignant de cette gestion du temps, enfin ça c'est quand même essentiel, parce que c'est une contrainte forte, qui est vécue de manière très forte par les enseignants. Ça permet également de nouvelles modalités d'évaluation pour les enseignants, avec des formes d'évolution vers les élèves. Alors, juste un exemple, parce que c'est vrai que là c'est peut-être un peu trop générique, mais si je suis en sport co, ou même si je dois toujours observer les élèves pour les noter, enfin je peux très bien demander aux élèves de se filmer et de choisir 3 séquences qui correspondent à 3 moments d'organisation collective qu'on a travaillé. Et c'est eux qui présentent à l'enseignant les moments sur lesquels ils peuvent se faire évaluer. Également l'évaluation différée, où voilà, des fois dans l'instant, c'est pas forcément facile de gérer la classe, d'évaluer. On filme et on diffère l'évaluation en sachant que c'est toujours risqué, puisqu'il y a quand même un certain nombre de prestations des élèves. Je pense notamment aux prestations dans le domaine artistique, où l'immédiateté, ce qui est vécu sur le moment, ça doit faire partie intégrante de l'émotion. Et c'est vrai que de le calquer sur de la vidéo, de le voir a posteriori, ça peut être dangereux. Des choses qu'on n'aurait pas perçues dans l'instant, ou des émotions qui seraient perçues dans l'instant, peuvent être aussi un petit peu filtrées par la vidéo. Et puis ce numérique qui permet également des pratiques plus collaboratives, on s'échange plus facilement les ressources, les docs, et ça permet de créer des communautés de partage à différentes échelles, et des échelles qui sont maintenant entre les académies. Récemment j'étais à Nancy, où il y avait une formation numérique, ils n'ont pas arrêté d'utiliser des ressources de l'Académie de Créteil. Donc c'est vrai que ça permet aussi un échange et des enrichissements de ce qui est fait. Du point de vue des élèves,
Ce numérique, ça permet de l'acquisition de nouveaux savoirs, déjà liés au numérique. Une trace GPS, utiliser des outils numériques, c'est des savoirs, enfin c'est des connaissances en soi. Des connaissances également, des savoirs disciplinaires, et reliés également au socle, à le domaine 5, filmer, ça permet aux élèves aussi de mieux comprendre ce que c'est que des organisations collectives, les différents mouvements qui peuvent s'opérer dans l'espace. On va dire un accès plus facile aussi à certains éléments de la culture sportive, ce fameux domaine 5. Et puis ça permet également de développer certaines compétences qui sont plus générales. Alors, j'aime pas trop le terme, mais bon, on va dire compétences plus générales. L'observation, l'analyse, c'est vrai qu'apprendre à lire, à comprendre des images vidéo, sur un tracé GPS, qu'est-ce que je peux aussi, enfin comment je peux mettre en relation des traces objectives de mon activité avec des ressentis, mieux faire ces allers-retours, comprendre aussi ces traces. Si je fais simplement une toute petite digression sur ce qu'on voit sur le concours du CAPES, où quand on voit comment des fois les candidats, lorsqu'ils ont des tracés GPS comme trace de l'activité des élèves, c'est un effort, quoi. C'est pas, ça permet d'en inférer certaines intentions, difficultés des élèves, mais ça s'apprend, enfin c'est pas immédiat. Donc effectivement des compétences nouvelles à travailler et à développer. Ce numérique qui permet également une autonomie accrue dans le travail, puisque ça permet de nouveaux retours d'informations, des retours d'informations à court terme, de différentes natures. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais la vidéo où de suite on va voir ce qu'on vient de faire, différé. Donc de suite on a un retour immédiat. Et puis des retours également à moyen et long terme, avec des archivages, des traces d'activité sous différents formats, et surtout des nouvelles présentations de l'évolution de ces progrès qui n'étaient pas permises avec les autres médias, les fiches d'observation, ou même les traces qu'on pouvait faire de graphes. Et puis également une autonomie par ces banques de ressources qui sont à disposition des élèves et qui peuvent utiliser pour travailler et se définir leur propre travail. Et également le numérique qui permet des interactions, on va dire, enrichies, puisque avec une diversification de traces de l'activité. Et c'est vrai que quand on met en place des débats d'idées, quand on cherche à mettre en place des débats d'idées chez les élèves, c'est vrai que lorsqu'on travaille sur des traces de l'activité, sur lesquelles on peut revenir, qu'on peut comparer, ça permet d'améliorer l'étayage, on va dire, des points de vue, et pas simplement de se confronter sur la base de sensations. Et donc du coup, ça donne aussi une autre épaisseur à ces confrontations de points de vue, une autre richesse. Donc voilà, sur ce deuxième temps. Le troisième temps, les modalités d'usage avant les outils. Donc la nécessité, bien sûr, d'un usage éclairé du numérique. Et quand on utilise des outils numériques dans son enseignement, c'est vrai qu'il faut d'emblée se poser la question des effets sur l'activité des élèves, en termes de gains, mais également en termes de pertes potentielles. Alors, je n'ai pas formalisé ça, ce serait un petit peu compliqué, mais j'ai simplement donné 3 éléments. Premier élément, c'est bien insister sur la matérialité des situations, puisqu'effectivement, actuellement, tout un tas d'applications qui permettent de recueillir, de traiter, de mettre en forme les événements. Alors, c'est très propre, c'est lisible, ça permet des multiplicités de types de traitements, un archivage, un suivi, mais oui, mais il y a une forme de mise en distance. Déjà, il n'y a plus la manipulation concrète, et quand on connaît aussi la dimension incarnée de la cognition, on peut se poser des questions, hein, ne serait-ce que quand on apprend l'écriture, c'est pas pareil d'écrire avec un clavier et d'écrire aussi avec la graphie. On perd aussi une certaine visualisation immédiate et le pas à pas, hein, qui autorise pour l'enseignant une régulation dans l'instant. Juste en tennis de table, comme je sais qu'il y aura une exploitation, avant, ben voilà, pour les balles placées, les balles fortes, ben on a des coupelles, hein, des vertes pour la balle placée, les rouges pour la balle forte, on les met du côté de la table ou les bouchons. Et puis c'est vrai que quand on passe en tant qu'enseignant, ben d'emblée on voit bien le poussard il est rouge et il n'y a que du vert, enfin de suite ça permet de réguler. Bon, avec l'application quand même, mine de rien, si c'est dans l'instant, c'est après le match, on ne peut pas le faire dans l'instant, donc on perd quelque chose. On perd également tout ce qui est traces d'hésitation ou de tâtonnement dans le remplissage des fiches et qui ne sont pas neutres. Là, c'est vrai que de suite, on a quelque chose de propre. Quand on avait les cahiers avec toutes les fiches d'observation,
on voyait bien également comment progressait la tenue de la fiche d'observation, et c'était pas neutre aussi, ça disait quelque chose sur l'élève. Et puis également se poser la question de la pertinence des traitements. Ça offre plein de traitements, de possibilités de traitement, ce numérique. Oui, mais à quoi ça sert? Juste l'exemple là, des formats, là, comment ça s'appelle? Des profils d'activité. Avant, j'avais mes 3 profils, hein, j'avais joué contre Johan, contre Eric, enfin voilà, puis je les avais, puis je voyais bien comment ça fonctionnait, ces profils, je pouvais les comparer, pourquoi j'ai fait ça, puis toi, quand tu as joué contre moi, c'était comment? Et là, moi, des fois, j'ai dû faire aussi des cumuls de scores. On avait un profil global de l'élève après 3 matchs. Alors, ok, moi, ça m'interroge. Donc, il y a aussi attention à bien voir ce qu'on en fait. L'image de vidéo, je vais vite, hein, le numérique, on voit un retour en force de la vidéo, que ce soit en termes de démonstration ou comme feedback. Alors oui, ok, on sait bien, mais il y a eu toute une littérature, à un moment donné, c'est un peu perdu, mais dans les années 80-90, sur l'intérêt de l'image vidéo en termes de feedback ou en termes également de démonstration. Il y avait quand même des résultats un peu dans tous les sens, et puis c'était même pas sur les images de l'époque qu'on a maintenant avec les plans embarqués, les drones et compagnie. Donc il faut aussi se poser la question de voir ce que ça apporte, parce que quand on voit sur la vidéoformation, les études actuelles sur la vidéoformation montrent bien l'ambivalence des images vidéo, hein, où l'apprentissage de la coiffure, je ne sais pas si je vous le donne, mais on perd la texture du cheveu, et ça c'est ils avaient commencé dans l'apprentissage de la coiffure à utiliser l'image vidéo, puis après ils ont dit mais non, c'est à contre-courant, puisque ce qu'on perd, c'est quand on coupe un cheveu, le premier truc c'est d'apprécier la texture, ce qu'on n'a pas. Donc voir aussi en EPS si des fois on ne perd pas des choses essentielles. Et puis quand on est sur de la vidéoformation, une image, enfin une vidéo en elle-même, elle ne dit rien. Il y a forcément nécessité de coupler avec le point de vue de l'acteur, des enseignants, ces fameux entretiens d'autoconfrontation, puisqu'il y a toute une dimension aussi, un jeu d'ostentation, masquage dans l'activité, qu'on ne voit pas avec la vidéo. Donc nécessité de relancer ces études sur la vidéo, si vraiment elle devient comme ça aussi massive en EPS. Et puis aussi ne pas oublier la corporalité des situations d'EPS, puisque en EPS quand même le corps, il est objet mais également il est moyen de l'apprentissage en EPS. Il ne faudrait surtout pas mettre le corps de l'enseignant à distance, puisque le corps de l'enseignant il dit aussi quelque chose, hein. On enseigne également avec son corps. Et puis le dernier point, c'est l'opacité des algorithmes. C'est-à-dire qu'on a tendance, et c'est vrai que c'est facile, à utiliser le numérique pour automatiser un certain nombre de calculs en EPS. Bon, calculer la fameuse répétition maximale, les charges de travail en musculation, voire aussi calculer les temps, les intensités de course en VMA. Alors effectivement, c'est bien, on gagne du temps, c'est facile, mais est-ce que derrière, il n'y a pas le risque de mettre en arrière-plan d'autres types d'acquisitions? L'enjeu de la CP5, c'est quand même analyser, concevoir, et puis de ne pas trop être cantonné dans un rôle d'exécutant, avec toujours un pilotage externe par ces algorithmes. Donc toujours bien se poser les questions du quand, du comment, du pourquoi, de l'usage de ces applications, et quand on le fait, qu'est-ce que ça apporte, et qu'est-ce qu'on perd aussi. Donc en conclusion, ce qu'on voit, c'est un usage de plus en plus important quand même d'objets connectés dans les pratiques sportives de loisirs et de haut niveau. Et cependant, quand même, en EPS, il n'est pas si massif que ça, malgré ce qu'on peut en dire. Il n'est pas aussi massif que ce qu'on peut voir dans d'autres disciplines, notamment les disciplines artistiques, et différentes causes possibles. Alors voilà, j'en évoque quelques-unes, je ne suis pas du tout sûre, hein, je dis ça de manière assez intuitive. Je pense que la première cause, ça pourrait être la crainte du numérique comme source des engagements corporels. C'est souvent dit par les enseignants, même si c'est faux, mais quand même, on est attaché à ça. Il ne faudrait pas que le numérique empiète sur l'activité corporelle. La notion de piloter son corps, vers vivre son corps, les outils numériques qui seraient plus sur un pilotage externe et moins sur le ressenti du corps. Et puis également, le dernier point, c'est la difficulté à conceptualiser des pratiques pédagogiques intégrant le numérique au service d'apprentissage disciplinaire en EPS. C'est vrai que c'est pas facile, mais justement, là, je crois qu'on va avoir des exemples qui vont nous montrer comment on peut le faire de manière efficace et pertinente. Merci de votre attention.